Bon, bonjour à tous. Je suis heureux de présenter cette conférence sur un sujet qui nous préoccupe, nous ici. Cette conférence est un peu emblématique et représente un petit peu ce qui s'est passé dans le centre CEA de Marcoule, qui est quand même un centre où on a fabriqué les premiers verres, ceux qui vont être stockés dans ce CIGEO dont Michel va vous parler. Donc c'est la SFEN qui a organisé cette conférence avec aussi le concours des Amis du Visiatome. Alors si je vous présente pas vraiment Michel, parce que j'ai vu que quand elle est arrivée, pas mal de gens lui avaient sauté au cou, donc je pense qu'elle est déjà archi connue. Je dirais quand même que c'est un ingénieur qui actuellement travaille à l'Andra. Suivi, pourquoi voilà, qui a travaillé presque toute sa carrière dans le domaine des déchets. Oui. Qui connaît particulièrement bien le sujet, le démantèlement, les déchets qui s'en suivent, et qui connaît bien aussi aujourd'hui tous les contextes législatifs dans le domaine, parce que Dieu sait s'il y en a. Vous savez que CIGEO, ce n'est pas un centre de stockage qui se fera comme ça. Il faudra le concours du gouvernement, le concours de toutes les instances dirigeantes. Et voilà, donc je ne vais pas plus loin, je laisse la parole à Michel, qui est mieux que quiconque est apte à vous parler de ce sujet. Merci Antoine, merci pour tous ces compliments. J'espère que je serai à la hauteur de la tâche. Bonsoir à tous. Et donc, je suis ravie de vous présenter ce soir au nom de l'Andra le projet de stockage profond pour les déchets radioactifs que nous appelons depuis quelques années, depuis que nous sommes passés en phase d'avant-projet, en phase d'étude de conception, CIGEO pour Centre industriel géologique de stockage. Alors tout d'abord, quelques mots sur l'Andra, parce que l'Andra a certes été présente sur le site dans les environs de Marcoule il y a de longues années maintenant, mais peut-être que certains d'entre vous ont oublié ce que c'était. Donc l'Andra, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. En fait, c'est un établissement public qui a été créé en tant que tel par la loi du 30 décembre 1991. J'en profite pour vous rappeler que cette loi, aussi appelée loi Bataille, c'est une loi qui portait sur la recherche pour la gestion des déchets radioactifs. Auparavant, l'Andra était une unité du CEA. Elle a été créée en 1978 au sein du CEA. Elle est donc devenue une unité indépendante du CEA par la volonté du législateur en 1991. Bon, c'est aujourd'hui environ 650 salariés, un budget de 300 millions d'euros en 2016, et elle est placée sous la triple tutelle des ministères en charge de l'énergie, de la recherche et de l'environnement. En ce moment, ça veut dire la double tutelle, puisque l'énergie et l'environnement sont assurés par la même ministre. Comme je le disais tout à l'heure, l'agence est indépendante des producteurs de déchets radioactifs, et ses missions ont été revues et confortée, va-t-on dire, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements entre 1991 et 2006, par la loi du 28 juin 2006, loi qui a été votée à l'issue des 15 ans de recherche qui avait été décidée par la loi du 30 décembre 1991. Mission générale de l'Andra, telle que donc définie par les deux lois dont je parlais à l'instant, trouver, mettre en œuvre, garantir des solutions de gestion sûres, c'est important, pour l'ensemble des déchets radioactifs français, afin de protéger les générations présentes et futures, c'est aussi important, du risque que ces déchets peuvent présenter. Alors, maintenant que je vous ai dit que l'Andra gérait les déchets, notamment les gérait à long terme, parce que le premier gestionnaire des déchets, c'est bien entendu le producteur de ces déchets. Donc, en ce qui concerne Marcoule, c'est le CEA qui doit gérer à court terme ces déchets, mais la gestion à long terme, la protection des générations futures, c'est l'Andra qui doit la prendre en charge. Alors, de quels déchets parle-t-on? Quand on va parler de projet de stockage profond, ce qui est notre objectif, notre sujet ce soir, vous avez ici le schéma habituel de la classification des déchets radioactifs. Pour les classer, on utilise deux paramètres. Le premier, qui est le niveau de radioactivité de ces déchets. Le second, qui est la durée de vie des déchets. Donc, pour les déchets de très faible activité, qui sont essentiellement les déchets qui sont issus du démantèlement, il existe aujourd'hui un centre de stockage en exploitation sur le site de Morvilliers par l'Aube, centre exploité par l'Andra dans le cadre de ses missions. Pour les déchets de faible et moyenne activité à vie courte, qu'on trouve ici, c'est la même chose. Il y avait le centre de la Manche, dont certains ont sans doute entendu parler. Il y a des déchets de Marcoule qui ont été stockés dans le centre Manche,
qui est fermé depuis la fin des années 90, on va dire, qui ne reçoit plus de colis depuis cette date-là, qui est en surveillance aujourd'hui, et le centre de l'Aube qui reçoit quotidiennement des colis de déchets en provenance des sites des producteurs de déchets. Le stockage à faible profondeur pour les déchets de faible activité à Villongue, qui est en cours d'étude par l'ANDRA aussi, en relation bien entendu avec les producteurs de ces déchets. Donc ces déchets, c'est essentiellement les déchets de graphite des réacteurs de la première génération, ainsi que des déchets qu'on appelle radifères, qui contiennent beaucoup de radium et qui proviennent ou du traitement des minerais de radium ou de traitement d'autres minerais, comme du traitement de minerais pour obtenir des terres rares. Enfin, le sujet qui nous préoccupe ce soir, c'est ou les déchets de moyenne activité à vie longue ou les déchets de haute activité. Et c'est pour cela qu'on développe ce projet de stockage géologique profond qu'on appelle CIGEO. Alors, pourquoi stockage géologique profond? Parce que, d'une part, le niveau de radioactivité, vous voyez qu'on est dans de la moyenne, voire de la haute activité, et la durée de vie, on est vraiment dans des éléments à vie longue, de ces déchets ne permettent pas de les stocker en surface, voire en subsurface, dans des conditions qui permettent de protéger l'homme et l'environnement jusqu'à ce que leur radioactivité ait suffisamment diminué. Quel volume, quel niveau? Alors, les volumes, vous voyez qu'ils sont faibles. Vous avez ici, sur la gauche de ce transparent, les pourcentages de volume par rapport à la totalité des déchets. Donc, c'est des pourcentages qui sont calculés par rapport aux quantités de déchets produites existant sur le territoire national à fin 2013. Vous voyez que les déchets qui nous concernent aujourd'hui, on est à 3,2%. Mais pour une radioactivité qui représente quasiment la totalité de la radioactivité de tous les déchets. Donc, on est vraiment sur les déchets les plus radioactifs. Les volumes totaux qui sont prévus dans CIGEO, le centre de stockage géologique profond, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 75 000 m3 de déchets de moyenne activité à vie longue. Si je veux être un peu plus précise, c'est 73 600 m3. Vous voyez qu'on n'est pas à quelques milliers de mètres cubes près, et 10 000 m3 de déchets achats. Alors, ces prévisions, c'est quoi? C'est les quantités de déchets de ces catégories-là qui seront produites par tous les réacteurs existants aujourd'hui, et même le réacteur de Flamanville en cours de construction, en supposant que leur durée moyenne de fonctionnement sera de 50 ans. Ce sont les hypothèses que nous avons retenues, les producteurs de ces déchets et l'ANDRA, pour dimensionner le projet CIGEO. Quelques mots pour vous indiquer d'où viennent ces déchets quand même, parce que certes, l'électronucléaire est le premier producteur de ces déchets. Alors, ils viennent essentiellement des centrales de production d'électricité, des usines qui sont dédiées au traitement du combustible, puisque vous savez qu'en France, on retraite le combustible de façon à réutiliser les matières valorisables, mais ils viennent aussi de la défense. Les réacteurs qui sont sur Marcoule, G2, G1, G2, G3, ont d'abord été utilisés pour la défense nationale, pour la production de plutonium, pour l'arme atomique, vous le savez bien. Et donc, ces activités de production de plutonium ont aussi généré des déchets de type de haute activité et de moyenne activité à vie longue. En fait, c'est des déchets de même nature que les déchets de l'électronucléaire, parce que ce sont des déchets qui viennent des réacteurs nucléaires. C'est simplement l'utilisation qui était faite des matières valorisables qui n'était pas la même. C'est pour ça qu'ils ne sont pas réputés provenir du même secteur économique. La recherche, notamment la recherche du CEA, qui bien sûr est faite pour le nucléaire civil, notamment la production d'électricité, et puis un tout petit peu, 0,4% de déchets qui viennent quand même de secteurs non électronucléaires. C'est souvent des sources scellées qui sont utilisées ou pour la recherche ou pour la médecine. Alors ces fameux déchets, que sont-ils? Alors, deux grandes catégories ou deux grandes typologies pour essayer de faire simple. D'abord, un réacteur nucléaire, ça fonctionne avec du combustible usé. Ceux d'entre vous qui ont visité le Visiatome ont vu un bel assemblage de combustible usé qui est exposé. Donc cet assemblage, vous le retrouvez ici. Quand on va retraiter ce combustible, on va faire quoi? D'abord, on va enlever les parties métalliques de l'assemblage. On va enlever ce qu'on va appeler des coques, des embouts. Donc toutes ces parties métalliques, on va les retrouver sous forme de déchets, puisqu'on ne peut pas les réutiliser. Donc c'est tronçonné, ça fait des petits morceaux, que vous voyez là, vous en avez d'ailleurs représenté dans le Visiatome aussi, et qui sont ensuite conditionnés dans des colis que vous voyez représentés ici.
L'autre partie, c'est les pastilles de combustible dans lesquelles a lieu la réaction nucléaire. Donc c'est dans ces pastilles qu'on va retrouver l'uranium, le plutonium, donc qui sont les matières valorisables, mais où on va aussi retrouver les produits de fission et les actinides mineurs, qui sont les déchets de la combustion nucléaire. Ces résidus-là, ce qu'on va en faire, c'est les vitrifier. Donc grâce à un procédé qui a été développé à Marcoule, et Antoine en est un des grands acteurs, grâce au procédé de vitrification développé à Marcoule, on va en faire des blocs de verre et ensuite, pareil, les mettre dans des conteneurs de géométrie quasiment identiques à ceux des déchets qu'on appelle déchets de structure, tous les déchets métalliques qu'on enlève des combustibles. Donc ces déchets-là, c'est vraiment ce qui sort du combustible nucléaire lui-même. À côté de ces déchets, bien entendu, pour faire toutes ces opérations de fabrication de combustible, de cisaillage du combustible en petits morceaux, d'extraction des matières valorisables et des résidus, on fait tourner des équipements, on fait tourner des installations. Ces installations aussi produisent des déchets, ce qu'on appelle des déchets d'exploitation ou des déchets de démantèlement, après des différentes installations, qui sont des déchets qui sont moins radioactifs que les autres, qui sont pour la plupart, lorsqu'ils sont solides, incorporés dans du béton, dans des conteneurs souvent en béton, parfois métalliques, ou sur Marcoule et sur la Hague aussi, lorsqu'il s'agissait de déchets liquides, ils ont souvent été mélangés à du bitume pour faire des colis d'enrobés bitumineux. Donc deux grands types de déchets, ceux qui viennent du retraitement des combustibles usés et ceux qui viennent de l'exploitation des installations. Alors maintenant que j'ai brossé le tableau de que va-t-on mettre dans CIGEO et pourquoi cherche-t-on pour qui plutôt, ou pour quels objets cherche-t-on un stockage géologique profond, quelques mots sur l'histoire du projet. Alors l'histoire du projet, ce transparent, que je vais pas vous lire toutes les cases, rassurez-vous, et puis je ne vous demande pas de les lire non plus. Ce transparent, on l'a fait commencer à la loi de 1991, donc loi, je vous le disais tout à l'heure, qui portait sur la recherche de solutions pour la gestion des déchets de haute activité et à vie longue. Il s'est passé des choses avant 91. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être encore. L'ANDRA, alors au sein du CEA, recherchait déjà des sites de stockage, ici dans le Gard, aussi dans la Vienne, aussi dans le Maine-et-Loire, dans différents endroits en France. Il y a eu des levées de boucliers, manifestement pas eu suffisamment d'interaction avec les populations locales. Et donc en 1990, Michel Rocard, qui était alors Premier ministre, a décidé un moratoire, a chargé Christian Bataille d'une mission de concertation sur le sujet. Et tout ça, ça a donné lieu à la loi de 91, qui donc crée l'ANDRA en tant qu'établissement public indépendant et lui confie les recherches sur le stockage géologique profond. Donc l'élément suivant, si je puis dire, le point important suivant, c'est que pour travailler sur ce stockage géologique profond, la même loi de 91 disait qu'il faut s'appuyer sur des laboratoires souterrains. Donc, première étape, trouver un laboratoire souterrain. Donc, là aussi, il y a eu plusieurs sites de pressentis, dont un site dans le Gard, le site de Marcoule, voyons simple. Il y avait deux sites à l'époque dans l'Est qui ont été confondus en un seul parce qu'ils étaient très proches. Et il y avait un site qui était dans la Vienne, là encore. Alors, dans l'Est, comme à Marcoule, la couche géologique qui était pressentie pour être celle dans laquelle on pouvait construire le stockage, dans les deux cas, c'est de l'argile, des matériaux équivalents à de l'argile. Par contre, dans la Vienne, c'était du granit. Donc, le gouvernement, après avis des experts, de la Commission nationale d'évaluation, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le gouvernement, en 1998, a décidé la construction de ce laboratoire souterrain à Bure, donc aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne. Je passe quelques étapes. La loi de 91, elle prescrivait 15 ans de recherche. Au bout des 15 ans de recherche, de nouveau, une nouvelle loi pour pouvoir décider de la suite, analyser le résultat de ces recherches et décider de la suite. Et donc, avant cette loi, un débat public qui a pris place en 2005 et s'est terminé tout début 2006, et qui a conduit à plusieurs conclusions, si je puis dire. La première, c'est que
il y avait toujours, et il y a toujours plusieurs pistes de recherche qui sont étudiées sur la gestion de ce type de déchets. La première, c'est la séparation-transmutation, très largement étudiée ici à Marcoule. Le second axe, c'est le stockage géologique profond. Le troisième, c'est l'entreposage. La loi de 91 disait entreposage de longue durée. La loi de 2006 dit plutôt entreposage, mais entreposage en tant que complément au stockage. La loi de 2000, les conclusions des rapports du CEA et de l'ANDRA en 2005 concluaient quand même qu'on pouvait difficilement se passer du stockage profond, même si on mettait en œuvre les deux autres solutions, entreposage ou voire séparation-transmutation. Malgré tout, il restera des déchets à stocker. Autre conclusion de ce débat public, c'était les déchets de haute activité et de moyenne activité à Villon. Encore une fois, c'est notre sujet ce soir. C'est bien de travailler sur ces déchets, mais ça ne suffit pas. Il faut élargir la loi aussi. Alors, on est passé d'une loi sur la recherche sur les déchets HAVL en 91 à une loi sur la gestion, donc beaucoup plus large et beaucoup plus prescriptive, en 2006. Alors, un nouveau débat public sur CIGEO qui s'est tenu de façon un peu difficile en 2013, un peu difficile parce que vous l'avez sûrement ou vu ou entendu, les réunions publiques n'ont pas pu se tenir. Donc le débat a eu lieu sur Internet. Il y a eu des débats contradictoires sur Internet, une participation via Internet, mais un nouveau débat public qui a conduit l'ANDRA à aménager quelque peu le calendrier de CIGEO. Voilà ce qu'on peut dire sur l'histoire. J'espère ne pas avoir oublié de phases importantes de ces péripéties depuis de longues années, puisque vous voyez, ne serait-ce que la loi de 91, on est déjà à plus de 25 ans. Alors, pourquoi ce stockage géologique? Je vous ai dit tout à l'heure que ces déchets étaient trop dangereux, pour faire simple, enfin de trop forte radioactivité, de trop longues périodes de vie, pour pouvoir être stockés en surface ou en subsurface. Donc, l'idée, c'est de descendre dans des couches géologiques qui n'ont pas bougé depuis très longtemps, de façon à ce que ce soit ces couches géologiques qui assurent la protection de l'homme et de l'environnement, tant que les déchets présentent un danger, notamment une radioactivité significative. Alors, vous me direz, ces déchets, aujourd'hui, ils sont entreposés en surface. Il y a des déchets, des colis de déchets vitrifiés entreposés en toute sûreté sur le site de Marcoule. Je ne sais pas bien où on est, mais pas loin d'ici. Il n'y a pas de problème. La seule difficulté avec les entreposages, c'est que c'est des bâtiments. Comme tout bâtiment, il faut les reconstruire. Même si on les pousse à leur limite, au bout d'une centaine d'années, il faudrait reprendre. La centaine d'années, ça peut être 150, ça peut être 80, ça peut être 200, mais on sait que ça ne va pas durer pour l'éternité. Donc il faudrait reprendre les colis dans ces bâtiments, construire de nouveaux bâtiments, etc. D'où l'idée du stockage, où c'est la géologie qui, au bout de ces quelques centaines d'années, va assurer la protection et non plus des bâtiments qu'on viendrait reconstruire. Pourquoi ne pas choisir cette solution de la reconstruction? C'est simplement parce que qui dit reconstruction dit pari sur l'avenir et puis surtout demande aux générations futures de construire ça. Si on laissait les choses en l'état, ça voudrait dire que les déchets qu'on a nous-mêmes produits par l'électricité qu'on consomme tous les jours, eh ben c'est nos arrière petits-enfants qui devraient construire des bâtiments pour les réentreposer dans 500 ans. Donc pour protéger les générations futures, pour limiter leur charge, on fait confiance plus à la géologie qu'à l'homme en se disant on les stocke une fois pour toutes et les générations futures seront débarrassées, entre guillemets, de ces déchets. Cette solution du stockage profond, c'est quelque chose qui est retenu par l'ensemble de la communauté scientifique et des législateurs d'ailleurs, puisque la directive européenne de juillet 2011 sur la gestion sûre des déchets radioactifs prône d'utiliser le stockage profond comme méthode de gestion à long terme. Alors, le débat de 2005-2006, dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai oublié de le dire à ce moment-là, il est aussi arrivé à quelque chose de fondamental, c'est qu'il est arrivé à la conclusion qu'il fallait que ce stockage soit réversible. Alors, on va y revenir un peu tout à l'heure et je vous dirai quelques mots de ce qu'on entend par réversibilité, mais c'est vraiment une demande forte de la société. À ce moment-là du débat, il y avait déjà eu des travaux sur l'aspect réversibilité ou pas, mais c'était vraiment une demande forte dans le débat public d'il y a 10 ans, d'en faire un stockage réversible. Alors,
je vous ai dit que la première étape, c'était la construction d'un laboratoire souterrain. Vous avez ici une petite représentation du laboratoire qui n'est pas très à jour, me semble-t-il. Je regarde le là, mais je pense qu'il manque quelques galeries parce qu'on doit avoir plus de galeries que ça au fond maintenant. Mais donc, laboratoire qu'on a fait à moins 490 mètres hein, dans une couche d'argile qu'on avait d'abord caractérisée par des analyses géologiques, par des analyses sismiques, etc. Donc, laboratoire qui a été construit progressivement là aussi. Toute première galerie expérimentale qui était à moins 450 mètres, qui a été construite pour obtenir des résultats, pour justement alimenter le débat de 2005 et pour arriver à la loi de 2006. Et puis depuis, de nombreuses galeries qui se sont construites pour faire un certain nombre d'expérimentations, notamment caractériser les propriétés de la roche, vérifier que c'est bien une roche qui est la plus possible imperméable à l'eau, donc qui limitera le plus possible la migration, c'est-à-dire le fait que les radioéléments sortent des colis de déchets, sortent des déchets et se transportent dans l'environnement, et un certain nombre d'expérimentations de nature plus technologique. Est-ce qu'on sait creuser des galeries du bon diamètre? Est-ce qu'on sait descendre tel type d'équipement, utiliser tel type d'équipement? Donc le laboratoire aujourd'hui... de nombreuses galeries construites. Un accident récent sur lequel je dirais juste 2 mots parce que je ne peux pas en dire plus, mais, parce qu'il y a encore une enquête judiciaire en cours, hein, mais qui est un accident de chantier en fait. Hein, ce n'est pas un accident qui est lié au stockage de déchets radioactifs lui-même. Il n'y a pas de déchets radioactifs dans le laboratoire, hein, c'est interdit par la loi. Donc il n'y a vraiment pas d'éléments radioactifs dans le laboratoire. C'est le dramatique accident qui a eu lieu, c'est un accident de chantier qui aurait pu arriver, mais qui malheureusement arrive, pas en France parce qu'il n'y a plus de mines, mais qui malheureusement arrive couramment dans les mines. Donc le laboratoire, on continue à l'exploiter, on continuera à l'exploiter tout au long de la mise en service du stockage de façon à conforter certaines données et à acquérir des données nouvelles. Alors après le laboratoire et la loi de 2006, donc la décision est prise de décider que le stockage géologique profond était la solution de référence. Donc l'ANDRA est passé à ce moment-là dans des études de conception de CIGEO. Donc les images que je vais vous montrer et vous commenter maintenant, c'est les images dans l'état actuel. Alors on est aujourd'hui à la fin de la phase d'avant-projet sommaire et on commence la phase d'avant-projet détaillé. Donc ces images, vous en doutez, c'est des vues d'artistes hein, aujourd'hui. C'est ce que pourrait être le stockage profond si on le construisait selon les schémas qui sont ceux de l'avant-projet sommaire. On a un certain nombre d'études encore en cours, notamment des études d'optimisation, donc ça peut évoluer à la marge dans les années qui viennent avec des études qui se poursuivent. Donc un schéma global pour vous dire qu'en fait, on a des installations de surface, que vous voyez ici, on va y revenir sur des schémas plus détaillés, et des installations en profondeur à environ moins 500 mètres. Le stockage ne sera vraisemblablement pas horizontal, il y a un peu de pendage, un peu de dénivelé dans le stockage, donc environ moins 500 mètres. La grande zone bleue que vous voyez là, c'est la zone de stockage des colis de déchets vitrifiés de haute activité et ce qu'on appelle fortement thermique. Donc typiquement, c'est les colis de déchets vitrifiés qui sont produits à La Hague depuis les années 90. La zone que vous voyez ici au premier plan, c'est la zone de stockage des déchets de moyenne activité à vie longue. Donc tous les déchets d'exploitation dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, tous les colis de déchets bitumés qui sont sur Marcoule aujourd'hui. Et puis la petite zone que vous devinez à peine entre les deux, là, c'est la zone de stockage de ce qu'on appelle les colis de déchets vitrifiés moyennement exothermiques. Et en fait, il s'agit d'une part des colis de déchets vitrifiés de Marcoule et d'autre part de colis de déchets vitrifiés qui sont en cours de production à La Hague, qui sont moins thermiques que ceux qui viennent du traitement des combustibles usés actuels, puisqu'il s'agit de la vitrification de solutions de retraitement qui sont entreposées depuis plus d'une trentaine d'années maintenant sur La Hague. Voilà pour le schéma global. Alors, une vue de dessus maintenant, on va dire. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 2 zones en surface. Donc, on a une première zone qui est une zone de réception, de contrôle et de préparation des colis, qui se trouve ici. Donc là, on est dans la Haute-Marne, en fait. Vous avez ici le village de Saudron, là, le village de Bure.
Et ici, vous avez la zone qu'on appelle la zone puits, la zone des travaux de creusement et de construction des ouvrages souterrains. Donc ici, vous avez une carte, j'allais dire, presque une carte routière, enfin une carte topographique qui vous indique l'installation des deux zones et le laboratoire qui se retrouve par là. Alors, la zone des cendries, donc c'est celle où on va recevoir les colis. Donc, les colis, aujourd'hui, ça, c'est un des résultats du débat public de 2013. Par contre, c'était une forte demande du public, de ceux qui sont intervenus dans le débat, de minimiser les transports par route et donc de recevoir les colis sur Cigéo par rail autant que possible. Donc, aujourd'hui, la quasi-totalité des colis de déchets arrivera à Cigéo par rail. Alors, si Cigéo est autorisé, bien sûr, hein, tout ça, on est avec des hypothèses fortes sous réserve de l'autorisation de la construction de ce stockage. Donc, la majorité des colis arrivera par rail. Seuls les colis de Valduc arriveront par la route, puisque la distance entre Valduc et Bure, il y a peu de colis de déchets qui vont partir directement de Valduc. Ça représente à peine une centaine de camions. C'est plus compliqué de les faire passer par le rail que par la route. Sinon, tous les autres colis de déchets vont arriver par le rail. Donc, une première zone où ces colis sont reçus, sont contrôlés, bien sûr. On va détailler un peu tout ça après. Et sont préparés. Alors, préparés pourquoi ? Parce que les colis, avant de les mettre en stockage, on va les mettre dans des conteneurs supplémentaires. Donc, les colis qui vont partir d'ici, pour prendre que cela, vont être remis dans ce qu'on appelle des surconteneurs ou des conteneurs de stockage. Et donc, tout ça, c'est fait dans cette zone de réception, contrôle, préparation des colis, qu'on appelle aussi zone descendrie, puisque c'est à partir de là qu'on va descendre les colis. Donc, on a prévu 2 descendries. Une descendrie pour les colis eux-mêmes, donc une descendrie dans laquelle il y aura de la substance radioactive, si je puis dire, et une descendrie de service qui servira à des opérations de maintenance si on est amené à faire des opérations de maintenance. La surface de cette zone, donc qui est en surface, environ 280 hectares, toujours dans les schémas d'aujourd'hui, fin d'avant-projet sommaire. La zone qu'on appelle puits, qui est la zone de soutien aux activités souterraines. Donc là, c'est des puits qui sont destinés au transfert de personnel, au transfert de matériaux, puisque toutes ces galeries qu'on creuse, bien entendu, on les injecte de béton ensuite, et il faut descendre des matériels, ne serait-ce que pour creuser, etc. etc. Et puis, nos colis, l'extraction d'air, d'abord parce qu'il faut aérer les galeries, ne serait-ce que pour le personnel qui y travaille, et puis il faut aussi gérer les productions de gaz produites par les colis, même si elles sont faibles. Donc, ces puits sont dans une autre zone, qui, celle-ci, pour le coup, est en Meuse, et dont la surface est plus faible que la surface de la zone descendrie. Par contre, à côté de cette surface où sont les puits, il y aura une surface importante où on va mettre les verses, c'est-à-dire tout ce qui va nous revenir quand on creuse ces galeries. On va remonter de la terre, on va remonter de l'argile, et tout ça, on va l'entreposer à côté de cette zone puits. Alors, la descendrie, elle ressemble à quoi ? Ça ressemble à une pente un tunnel en pente d'un diamètre de 8 à 9 mètres qui a une longueur de 4 km à 4 km et demi environ et sur laquelle va circuler des chariots avec des hottes qui permettent de transporter les colis de déchets. Pour le stockage lui-même, puisque là on est parti de la surface, on descend par les descendries et on arrive donc au niveau moins 500 mètres. Donc 2 types d'alvéoles. Pour les colis de haute activité, typiquement les colis de déchets vitrifiés, on va faire ce qu'on appelle des micro-tunnels. Donc en fait, il faut que vous imaginiez un puits à l'horizontale, ce qui est représenté ici, vous voyez. C'est un puits à l'horizontale où on va mettre les colis de déchets. Alors encore une fois, vous ne reconnaissez pas le colis de déchets vitrifiés parce qu'il est dans son surconteneur. On va les enfiler les uns après les autres, grâce à un robot, bien sûr, à l'intérieur de ce micro-tunnel horizontal. Donc, vous avez le petit équipement automatique qui arrive là et qui va vous pousser les colis dans le micro-tunnel. Alors, les colis de déchets très exothermiques, ceux qui viennent de la Hague, typiquement, ils sont trop thermiques
pour qu'on les mette côte à côte. C'est pour ça que dans le schéma, vous voyez des colis qui sont d'un gris plus clair que les autres. C'est parce qu'on mettra des intercalaires qui pourraient être des colis inactifs, qui pourraient être des colis beaucoup moins thermiques, de façon à limiter la chaleur qui sort des colis. Parce que le souci qu'on peut avoir avec la thermique de ces colis, c'est que toute l'alvéole, évidemment, on est dans le béton plus à un chemisage acier, mais si on fait monter la température du béton, on risque de détruire ses propriétés. Donc il faut quand même qu'on évite d'augmenter la température du béton, d'une part, et qu'on permette le refroidissement des colis de déchets vitrifiés, d'autre part, dans des bonnes conditions. La longueur de ces microtunnels, c'est environ 100 mètres. Et leur diamètre, c'est le diamètre au plus juste des colis de déchets vitrifiés, donc de l'ordre de 70 cm, puisque ceux de Marcoule sont un tout petit peu plus larges, si je puis dire, plus gros que ceux de la Hague. Pour les déchets de moyenne activité à vie longue, un concept tout à fait différent. Alors déjà, on n'est pas du tout dans les mêmes volumes. Hein. Les colis de déchets achats, on a 10 000 m3. Les moyennes activités vie longue, on a 75 000 m3. Pas du tout dans les mêmes volumes. On n'est pas du tout non plus dans la même diversité. Les achats, si je fais simple, on a deux types de colis, et même sans faire simple, on a deux types de colis, les CSDV, donc modèles que vous voyez au Visiatome, qui sont ceux produits par la Hague, et les CV, qui sont ceux produits par Marcoule. Les colis de déchets MAVL, on en a une grande variété en tant que colis primaires. Donc, non seulement une grande variété, mais les 75 000 m3 dont je vous parle depuis tout à l'heure, ça représente environ 180 000 colis. Donc descendre 180 000 colis un par un, ce serait un peu compliqué. Donc l'idée a été de les mettre dans ce qu'on appelle des conteneurs de stockage et de les regrouper en fonction de leur géométrie. Donc quand c'est des petits colis, on va dire, de 220 litres, comme un colis de déchets bitumés, on va en mettre 4 dans un conteneur de stockage. Quand on a des colis primaires un peu plus gros, on va en mettre que 2. Mais on va faire des gros conteneurs de stockage. Et ces conteneurs de stockage, on va les mettre dans des alvéoles, cette fois-ci, qui sont des grandes galeries de quelques centaines de mètres. Alors, pourquoi quelques centaines? Aujourd'hui, il y a des travaux d'optimisation en cours. On est à une longueur minimale. On sait que 400 mètres, c'est vraiment la longueur minimale d'une galerie comme ça. On envisage d'aller beaucoup plus loin et de dépasser aisément les 500 mètres pour ces galeries, mais encore une fois, ces travaux d'optimisation, la valeur précise n'est pas fixée. Et pareil, le diamètre, on est de l'ordre d'une dizaine de mètres, de façon à pouvoir empiler côte à côte plusieurs de ces conteneurs. Alors, ces fameux colis, ils arrivent donc, disions-nous, par le rail. Donc, ils vont arriver directement dans les installations de surface de Cigéo. Première chose, l'emballage de transport va être contrôlé. Le colis va être déchargé de l'emballage de transport et il va être de nouveau contrôlé. Ensuite, il va être mis dans le fameux... Alors là, il est déchargé ici, puis est contrôlé à nouveau. Enfin, il est mis dans le fameux conteneur de stockage dont je vous parlais. La ligne du haut, ce sont des déchets MAVL. Donc ici, la représentation, c'est un conteneur de stockage avec 2 colis primaires. Et ce colis primaire, ensuite, va être envoyé via la descendrie vers les ouvrages de stockage au fond du stockage, au fond de l'installation. La ligne du bas, c'est le même principe pour les colis de déchets de haute activité, colis de déchets vitrifiés. Ils vont être de nouveau contrôlés, vérifier leur contamination, décontaminer si besoin. C'est la même chose pour les deux. Ensuite, ils vont être insérés dans le conteneur de stockage. Alors là, le conteneur de stockage des déchets vitrifiés, c'est un colis de déchets vitrifiés par conteneur de stockage. Ceux-ci sont pour la plupart d'entre eux en béton. Il y en a quelques-uns en acier, mais c'est vraiment à la marge, et c'est pour des colis très spécifiques, qui sont des colis qui sont déjà très gros à l'origine. Si on remet du béton autour, on avait des problèmes de dimensionnement. Par contre, les surconteneurs pour les colis de déchets vitrifiés sont des surconteneurs métalliques en acier. Ensuite, suivant le type de colis qu'on a, on utilise une hotte de haute activité ou une hotte de moyenne activité à vie longue. Donc l'intérêt de cette hotte, c'est de faire de la protection radiologique pendant tout le temps de transfert du colis. Et là, le colis va être descendu par la descendrie, par un chariot transborder sur descendrie, jusqu'aux alvéoles de stockage que je vous ai montré tout à l'heure. Tout ça, bien entendu, est fait en téléopération par des équipements robotisés, des robots pousseurs, un pont ici pour les colis MAVL. Ça, c'est
ce que je vous ai décrit là, c'est le principe de fonctionnement de CIGEO en routine quand il sera dans son fonctionnement normal. Maintenant, vous imaginez bien qu'on ne va pas construire tout CIGEO d'un coup. En fait, ça ne va pas se dérouler comme on demande l'autorisation de construction, on construit toute l'installation et une fois qu'on a tout construit, on descend les colis. En fait, on est dans une logique qui est une logique de déploiement progressif. On aime bien aussi dire incrémental, mais gardons progressivité et retour d'expérience à chaque étape. Donc, à l'horizon 2030, vous verrez sur le calendrier que 2030, c'est l'époque, c'est la date à laquelle l'ANDRA aujourd'hui prévoit la réception du premier colis actif dans CIGEO. Donc, à cet horizon-là, on imagine juste avoir construit une petite partie de la zone de stockage des colis de déchets vitrifiés peu thermiques, ceux qui proviendraient de Marcoule ou de La Hague, suivant les choix qui seront faits, et une petite partie des colis de déchets MAVL. Voilà, on va commencer avec un petit quartier de stockage. Ensuite, on va construire progressivement, au fur et à mesure des besoins des industriels de stockage des différents colis, les alvéoles de stockage MAVL et HA0, HA peu thermique. Construire progressivement, ça veut dire aussi que pendant toutes ces phases de construction, on a une séparation physique nette entre la partie qui est en cours d'exploitation et la partie qui est en cours de construction, bien sûr, puisqu'il y a une partie qui est vraiment une partie en zone nucléaire et l'autre partie qui est une partie en construction. Donc là, les deux parties sont bien séparées. Chaque fois qu'on construit, on sépare avant de mettre à disposition de l'exploitation cette zone. Donc vous voyez, le schéma s'agrandit peu à peu. Et puis, à partir de l'horizon 2080, c'est les dates qu'on a retenues, qui ont été retenues aujourd'hui entre l'ANDRA et les producteurs pour prendre en charge les colis de déchets très thermiques de La Hague. On commence à construire la zone des déchets HA de haute activité que vous voyez ici. Tout ça à terminaison, donc ce schéma-ci. Alors la terminaison, on est à l'horizon 2130-2140 aujourd'hui. Vous ne m'en voudrez pas de pouvoir être plus précise. Donc cette terminaison-là, ça fait 15 km², toutes ces galeries. Alors à la fois les micro-tunnels de stockage qu'on a là, les alvéoles de stockage MAVL, les microtunnels ici, et puis bien sûr toutes les galeries de correspondance entre tout ça. Ça représente une quinzaine de km². Alors c'est intéressant de pouvoir développer ce stockage de façon progressive. Pourquoi c'est intéressant? Je vous disais tout à l'heure, incrémental et retour d'expérience. Parce que à chaque fois qu'on va avoir construit une alvéole ou plusieurs alvéoles, on va pouvoir voir ce qui a posé problème, en tirer les conséquences et améliorer notre mode de construction. Et justement, ça, c'est quelque chose qui nous aide à gérer la réversibilité. Parce que la réversibilité, c'est quelque chose qui est apparu un peu avant le débat de 2005-2006, mais qui a été conforté par le débat 2005-2006. Et la réversibilité, il y a eu beaucoup de réflexions, y compris au niveau international, sur ce que c'était, en fait. Est-ce que c'est uniquement la récupérabilité des colis? Est-ce que ça va plus loin? En fait, la réversibilité aujourd'hui, c'est quelque chose qui répond au principe qui est de ne pas enfermer aujourd'hui les générations futures dans les choix que nous ferions aujourd'hui. Ça paraît absurde si je vous dis, aujourd'hui, on va décider de la façon des outils qu'on va utiliser pour creuser un microtunnel en 2080. Vous me dites, c'est idiot, attendez, les équipements vont peut-être changer. Donc c'est un peu ça le principe de la réversibilité. C'est aujourd'hui de définir une solution qui serait applicable, mais de voir les évolutions à la fois de tirer le retour d'expérience de ce fait, et puis aussi toutes les évolutions scientifiques et techniques et de les prendre en compte. Donc, et évidemment, ça permet aussi de revenir sur des choix antérieurs. Parce que si dans 50 ans, on trouve de meilleures solutions pour gérer les déchets radioactifs, comme on n'aura pas construit la totalité du stockage, puisqu'on est toujours dans cette construction progressive, on pourra tout à fait revenir sur ce choix antérieur qui a été de dire le stockage profond est la meilleure solution. On peut continuer. On réévaluera certainement, puisqu'il s'agit d'une installation nucléaire de base dont la sûreté est réévaluée tous les 10 ans. Et certainement aussi, on fera évoluer à la fois les modes de construction, à la fois les modes de stockage. Donc, la réversibilité, c'est deux choses à la fois. Des outils de gouvernance, c'est-à-dire comment on va gérer ce stockage, comment on va le diriger, comment on va interagir avec la société sur ce stockage.
et comment il va s'adapter à beaucoup de choses. Et puis des outils techniques, en fait, qui, eux, sont des outils plutôt de conduite du projet lui-même. C'est intégrer les connaissances qui s'améliorent tout au long du projet. C'est le développement incrémental, la progressivité de la construction qui est quand même un atout pour cette chose-là. La flexibilité de l'exploitation aussi. En flexibilité de l'exploitation, on est plutôt dans adaptation à des modifications de chroniques. Ce qu'on appelle les chroniques, c'est les scénarios suivant lesquels les producteurs de déchets vont envoyer leurs colis. Si ces scénarios étaient amenés à évoluer dans le temps, ce qui peut se produire, on est encore, je vous rappelle qu'on est sur des grandes échelles de temps, il faut que le stockage soit capable de s'adapter à ça, c'est ce qu'on appelle la flexibilité. L'adaptabilité, on est plutôt sur la possibilité de stocker des types de déchets, voire des combustibles usés. Vous savez que la politique française, c'est de retraiter les combustibles aujourd'hui et de ne pas faire de stockage direct des combustibles usés, contrairement à nos voisins, notamment aux Suédois et aux Finlandais, qui, eux, construisent des stockages pour les combustibles usés. Il n'est pas exclu que pendant toute la période d'exploitation de CIGEO, cette politique change et que, de fait, on soit amené dans cette période de plus de 100 ans, à stocker les combustibles usés. Donc, dès aujourd'hui, les études de conception prennent ça en charge et en compte. Après, tout ce qui est gouvernance, c'est la récupérabilité. Il faut qu'on soit capable de démontrer qu'on peut récupérer les colis qu'on a mis dans CIGEO. Ça va être un des premiers objectifs dès la mise en service du stockage. C'est tout ce qui est transparence, tout ce qui est transmission des informations, des connaissances. On a un projet mémoire, comment on va garder la mémoire de ce site pendant des centaines, des milliers d'années, sachant qu'un jour ou l'autre, on va la perdre. Comment on peut faire pour alerter sur le fait qu'il y a des déchets radioactifs dans ce lieu. Un point essentiel aussi, c'est tout ce qui est participation de la société, évaluation et supervision par le Parlement. Alors, évaluation, la Commission nationale d'évaluation qui avait été initialement mise en place par la loi de 91, qui a été reconduite par la loi de 2006, évalue périodiquement, c'est-à-dire plusieurs fois par an, les recherches de l'ANDRA et les travaux de l'ANDRA, comme elle évalue d'ailleurs les travaux du CEA sur la séparation de transmutation. Et la supervision par le Parlement, l'Office parlementaire, tous les ans, rend un avis sur les travaux qui sont faits dans ce cadre. La participation de la société, certes, elle s'est faite au travers des 2 débats publics de 2005, 2006 et de 2013, mais aujourd'hui, l'ANDRA imagine l'élargir encore, et notamment au travers d'un document qu'on a appelé le plan directeur d'exploitation, sur lequel je vais revenir un petit peu avec le calendrier du projet. Donc vous voyez, réversibilité, ce ne sont pas que des aspects techniques de pouvoir aller rechercher les colis, c'est aussi la possibilité de revenir sur des choix, d'améliorer les façons de faire, etc. C'est beaucoup plus large que la simple technicité de reprise des colis. Alors, le calendrier du projet, donc, où en sommes-nous aujourd'hui, ou quasiment aujourd'hui? Donc, nous préparons la demande d'autorisation de création de l'installation. Donc la loi de 2006 prévoyait qu'on dépose cette demande d'autorisation de création en 2015. En fait, le débat public de 2013 nous a aussi incité à travailler en 2 temps. Donc un premier temps qui est un temps classique, on va dire, pour la construction d'une INB, qui est de déposer des dossiers d'options de sûreté. Alors, c'est un peu plus compliqué pour le stockage profond parce qu'on a, comme toutes les INB, un dossier d'options de sûreté en exploitation classique, et on a aussi un dossier d'options de sûreté à long terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 000 ans, dans 100 000 ans sur ce stockage. Donc on fait des calculs, on fait des simulations. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire autrement que par calcul pour voir ce qui va se passer. Donc ces 2 dossiers, on vient de les déposer à l'autorité de sûreté. Ils sont accompagnés du plan directeur pour l'exploitation de CIGEO. Alors, ce plan directeur, c'est quelque chose sur lequel on voudrait échanger justement avec les parties prenantes pour définir les jalons, les différents jalons dans l'exploitation de CIGEO, les jalons décisionnels. Est-ce qu'on franchit une nouvelle étape? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'à cette date-là, on fait un retour d'expérience particulier, etc. Donc, on vient d'en transmettre aussi une première version et on va commencer les échanges sur ce document.
Un dossier d'options techniques, alors cette fois-ci vraiment technique sur la récupérabilité, qui décrit vraiment comment on pourrait s'y prendre pour reprendre des colis dans Cigéo. Vous savez que les stockages qui aujourd'hui ont eu des accidents comme Stocamine ou le stockage d'Asse en Allemagne, ils ont beaucoup de difficultés à reprendre les colis. Donc c'est pour ça comme pour la sûreté en exploitation, on prévoit déjà des options de récupérabilité, même avant la construction, dès la conception, pour voir comment on pourrait le faire. Et puis enfin, un document un peu différent qui n'est pas encore parti, qui n'est pas encore finalisé, qui est un document de territoire, qui est en fait un document qui s'adressera à la Meuse et à la Haute-Marne pour détailler le déroulement du projet. En fait, ce sera les données d'entrée du projet pour les 2 départements, pour les régions, de façon à leur dire, ben voilà, on va avoir besoin d'une capacité routière de temps, d'une capacité ferroviaire de temps, etc., de façon à ce qu'ils puissent aménager le territoire en conséquence. Donc ça, c'est les documents, notamment les dossiers d'options de sûreté qui viennent de partir. Les études d'avant-projet définitifs ou détaillées ont commencé. Elles devraient se terminer fin 2017. Et à ce moment-là, on finalisera la demande d'autorisation de création courant 2018, mi-2018. Et on espère qu'on aura le décret d'autorisation de création 3 ans après, donc à l'horizon 2021. Alors ça nous amène au planning suivant, autorisation de création 2021. Après, on a la construction, le creusement, construction. Et on a ce qu'on a appelé la phase pilote industrielle, qui est quelque chose aussi qui est sorti des échanges pendant le débat public de 2013, qui est qu'avant de descendre des colis à une cadence régulière et de monter en puissance sur le stockage, il faut y aller, commencer progressivement, commencer d'abord par des essais en inactif, à la fois des essais des équipements, des essais de reprise, des essais de récupérabilité. Donc cette phase, elle se déroule environ, l'Andra, la silhouette, sur une dizaine d'années, de 2025 à 2035, avec une descente du premier colis qu'on voit aujourd'hui à l'horizon 2030, pour avoir une installation en fonctionnement nominal, en exploitation nominale, à l'horizon 2035. Voilà le calendrier tel qu'il est aujourd'hui à l'issue de l'avant-projet sommaire et au moment où on dépose les dossiers d'options de sûreté auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. Bien entendu, la durée de l'instruction, l'avis de l'autorité de sûreté peut modifier ce calendrier. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur Cigéo. J'espère avoir respecté le timing déjà. Et puis, j'espère avoir répondu à votre attente sur le sujet. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour les questions. Merci Michel. Oui, je vais passer le micro pour des questions. Attendez d'avoir le micro en main pour parler, sinon vous ne serez pas enregistré. Et sachez que toute cette séance est enregistrée. Donc je fais appel à vous pour des questions. Moi, je souhaiterais aussi que tu nous... Je vais d'abord en poser une, parce qu'il n'y a pas de raison de se priver. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'opposition ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'opposition au projet ? Est-ce qu'il y a une CLI là-bas, il y a une commission locale d'information et de suivi, et il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord. Donc tu nous as dit quand même tout à l'heure qu'il y avait eu, au cours il y avait eu des réunions qui n'avaient pas pu se tenir. Enfin, je crois que ça a été même très très loin. Moi, je connais un dénommé Michel Guérit. Je ne sais pas si ceux qui connaissent un petit peu le sujet. C'est un opposant farouche au projet. Il y a un site nucléaire, il y a un site dessus. Cet homme ne cesse dans les réunions de les interrompre, il y a certainement d'autres. Comment vous gérez ça ? Alors, sur la question comment on gère ça, je ne sais pas si Lola veut apporter quelques compléments. En fait, il y a une opposition. Il y a effectivement des opposants très marqués. Michel en est un. Mais il est viscéralement opposé aussi au centre de l'Aube, enfin, etc. Par contre, c'est une opposition. Elle est, comment dirais-je, elle n'est pas globale, en fait. Il y a des territoires qui sont en attente du projet Cigéo, des élus qui sont pour, une population qui, globalement, est plutôt pour, sous le contrôle de Lola, avec des... Bonjour, donc pour me présenter, Lola Kovacic, je suis responsable de la communication autour du projet Cigéo. Juste pour ajouter, en fait, les personnes que citait Antoine Jouan
sont des personnes qui sont opposées au nucléaire avant d'être opposées à CIGEO. Donc comment on les gère? On n'a pas à les gérer. On fait de l'information, on fait, voilà, on informe le public. Et les opposants sont foncièrement opposés. Donc tout comme l'industrie électronucléaire va avoir du mal à gérer ses opposants, on n'a pas forcément de façon de gérer ça. Et comme le disait Michel, il ne faut pas oublier que le site de Meuse-Haute-Marne était un site candidat pour recevoir le laboratoire souterrain en vue d'un stockage. Donc il y a aussi des attentes du côté du territoire. C'est-à-dire que les opposants sont parfois plus entendus parce qu'ils font peut-être un peu plus de bruit. Mais il n'y a pas que des opposants. En Meuse-Haute-Marne, heureusement, on a aussi des gens qui soutiennent le projet. Il est vrai que les opposants sont d'abord des opposants au nucléaire, d'une façon générale. Les opposants au nucléaire pensent que si on fait un stockage, on arrivera finalement à pouvoir dire que l'industrie nucléaire est une industrie aboutie. Tant que le stockage n'existera pas, les opposants nucléaires en profiteront pour dire, vous voyez, le nucléaire, c'est comme, je reprends la parole de Denis Baupin qui disait récemment, c'est comme un appartement sans toilette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exutoire. Bon, et cet argument-là, c'est les arguments que tous les antinucléaires tiennent aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont contre CIGEO, parce que si on faisait pas CIGEO, eh ben, disons, ils continueraient à pouvoir dire et à pouvoir contester pratiquement éternellement. Voilà. Bon, c'est un sujet c'est comme ça. Bon, je fais appel à vos questions parce que j'ai assez parlé. Voilà, je vois une main qui se lève et j'apporte tout de suite le micro. Bonjour. Bonjour. Il y a deux aspects qui n'ont, à mon sens, pas été suffisamment développés ou traités du tout. Le premier, c'est l'aspect sûreté par rapport à une attaque aérienne, des attentats, des problèmes de sécurité. Est-ce que ça a une incidence dans le choix de l'enfouissement plutôt que du stockage en surface? J'imagine que oui, mais peut-être vous pourriez développer le point. Et notamment en ce qui concerne le fait de pouvoir reprendre les déchets, est-ce que s'il y a des incidents, comment on va gérer ça? Le deuxième point, c'est l'aspect financier. On n'a pas du tout là, à la lecture de ce qu'on a pu, ou à l'écoute de ce qu'on a entendu, d'éléments, combien ça va coûter, et surtout comment c'est financé. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on consomme de l'électricité, une part de ce qu'on paye finance tout ça et on en met de côté pour pouvoir financer l'avenir, ou bien c'est le consommateur de demain qui financera les travaux de demain, puisqu'on voit bien que ça va durer au moins un siècle? Voilà, si vous pouviez développer un peu ce propos d'un point de vue citoyen, je dirais. Merci. Alors, sur la première question, est-ce que les aspects sécurité, terrorisme, parce que c'est ce que j'entends derrière votre question, mais peut-être à tort, hein, à chute d'avion, etc. C'est quelque chose qui a été largement évoqué dans le débat de 2005, mais c'est plutôt une question entre installation de surface ou installation de subsurface, voire semi-enterrée. C'est une question qui se pose finalement pour toute installation nucléaire de base, notamment les installations d'entreposage, on va dire. C'est une question qui se pose effectivement pour les installations de surface de CIGEO qu'on se pose. Aujourd'hui, il y a encore des études en cours pour savoir s'il vaut mieux des installations semi-enterrées ou des installations avec des murs de béton très solides. Après, le choix du stockage géologique, il n'est pas dû à ça. J'ai essayé d'expliquer qu'il était dû au fait que même en subsurface, une installation construite par l'homme avec du béton de type de l'EIP ici ou des entreposages qu'on peut avoir là, qui sont de très bons entreposages conduits selon les normes du moment et qui vont certainement durer une bonne centaine d'années, il faudra les reconstruire au bout d'une centaine d'années. L'idée du stockage géologique profond, c'est qu'une fois qu'on s'est assuré, qu'on a décidé de fermer le stockage géologique, on n'a pas à y revenir. Donc c'est en ça qu'on minimise les charges sur les générations profondes et c'est pas, on ne va pas se mettre à moins 500 mètres pour se protéger des chutes d'avions et des incidents extérieurs. On se met à moins 500 mètres parce qu'on veut faire confiance à la géologie plutôt qu'à la reconstruction systématique d'installations pour gérer les déchets. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui. Sur le second point,
Alors, combien ça va coûter? On avait quelques éléments là-dessus, puisque vous avez sûrement vu qu'en début d'année, la ministre de l'Environnement et de l'Énergie a signé un arrêté sur le coût de CIGEO. Alors déjà, en préalable, je voudrais dire, je vous ai répété plusieurs fois que ce projet était un projet qui allait durer longtemps. Et l'évaluation de coût qui a été faite pour CIGEO, alors cette évaluation de coût, elle est demandée par la loi de 2006, qui fait beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que ce n'était plus une loi sur la recherche, c'est vraiment une loi sur la gestion. On va y revenir. Cette évaluation de coût, elle est faite sur 150 ans. Donc c'est compliqué d'évaluer des coûts complets sur 150 ans. Je ne donnerai qu'un exemple. Dans ces coûts, il y a les taxes et impôts qui vont être payés pendant les 150 ans. Donc déjà, l'évaluation, elle vaut ce qu'elle vaut et il faut être extrêmement prudent en l'utilisant. L'ordre de grandeur, donc l'évaluation qu'avait fait l'ANDRA en début de cette année et qui est dans le dossier qui a été rendu, en début de cette année, qui a servi à l'arrêté de la ministre au début de cette année, un dossier que l'ANDRA avait rendu fin 2014. On était aux alentours de la trentaine de milliards d'euros, mais étant donné que les hypothèses avaient évolué entre le dimensionnement du projet en 2005 lors de la dernière évaluation financière, les hypothèses ont pas mal évolué. D'une part, l'inventaire a changé. À l'époque, on était sur 40 ans de fonctionnement des réacteurs, on n'avait pas le même parc, etc. D'autre part, les conditions économiques ont changé, notamment le coût des matières premières a évolué entre 2005 et maintenant. Si on tient compte de tous ces effets-là, on s'aperçoit que ce coût n'a pas beaucoup changé entre 2005 et maintenant. Les producteurs de déchets ont eux-mêmes fait leur propre évaluation. Ils arrivent plutôt à des chiffres de l'ordre d'une vingtaine de milliards d'euros. Alors ça peut paraître surprenant. Il faut déjà avoir conscience qu'il y a débat entre les producteurs et l'ANDRA sur un certain nombre de coûts unitaires, on va dire. Par contre, il n'y a pas débat sur les options de sûreté, qui reste effectivement l'objectif prioritaire du stockage, et notamment la sûreté à long terme. On ne minimise pas la sûreté en exploitation, c'est ce à quoi vous faisiez référence en parlant d'accidents possibles, mais la sûreté à long terme, on fait tout pour la garantir. Et ça, on est collectivement tous sur les mêmes options de sûreté, sur les mêmes principes de sûreté. Après, les évaluations, je vous disais tout à l'heure les taxes et impôts, le personnel de gardiennage, le coût du mètre cube de béton, le coût du mètre cube d'acier, tout ça évalué sur une période de 150 ans, bien évidemment. Si on n'est pas d'accord sur les coûts unitaires, évidemment, ça fait très vite des gros écarts quand on intègre sur les 150 ans. Voilà. D'autre part, les producteurs ont beaucoup confiance dans les pistes d'optimisation qu'on pourrait mettre en œuvre, sur lesquelles on travaille collectivement. L'ANDRA a été plus prudente dans ses estimations. Ça explique aussi une partie de l'écart. Mais aujourd'hui, il y a des pistes qui sont de plus en plus creusées. Je vous parlais tout à l'heure de l'allongement des galeries MAVL. Ça en fait partie. Les hypothèses de base qui ont été prises par les uns et les autres ne sont pas les mêmes. Donc le coût n'est pas le même. Si on fait 2 fois plus de galeries, ça va coûter plus cher que si on en fait 2 fois moins. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le coût? Et ça va répondre aussi à votre question. Bon, la Cour des comptes estime que le projet représente de 1 à 2% du coût de production de l'électricité. C'est effectivement intégré dans votre facture, dans la mienne aussi, dans la facture de tous les consommateurs d'électricité. Comment c'est financé? C'est la loi de 2006, toujours la même, prévoit des provisions pour provisionnement des charges de gestion à long terme des déchets radioactifs. Donc tous les producteurs de déchets font des provisions pour pouvoir financer les charges à long terme de gestion des déchets radioactifs. Et c'est notamment pour ça qu'il faut qu'on fasse cette évaluation en coût complet du projet CIGEO. C'est pour que EDF, le CEA, Areva puissent avoir une base sur laquelle ils peuvent calculer l'argent qu'il faut qu'ils mettent de côté. Il faut vraiment qu'ils le mettent de côté, qu'ils aient des actifs dédiés qu'ils ne peuvent pas utiliser pour faire autre chose. Et ces actifs dédiés, c'est les mots de la loi, je suis désolée pour le jargon, enfin des actifs qui ne servent qu'à ça, ils sont placés, il y a des hypothèses qui sont faites de façon à être certain d'avoir l'argent nécessaire le moment venu pour construire l'installation de stockage. Le coût objectif qui a été fixé par l'arrêté et par le ministère en janvier de cette année est de 25 milliards d'euros qui
le point important, c'est surtout qu'il va falloir revoir ce coût à des étapes clés du projet. On va le revoir à la fin de l'avant-projet définitif ou détaillé. On le reverra certainement au moment du décret d'autorisation de construction, au moment de la construction. Donc ce coût va être revu régulièrement, ce qui permettra de l'ajuster en fonction des travaux qu'on aura faits sur les pistes d'optimisation. Est-ce que j'ai répondu aux deux questions, à la fois sur le combien ça coûte et comment c'est financé? Oui, je vous entends, allez-y, mais peut-être pas tout le monde. Hein. La Cour des comptes a estimé que le projet représentait de 1 à 2% du coût de production d'électricité. Donc ça, c'est celui d'aujourd'hui. Du coup, une partie de la question à laquelle il n'y a pas eu de réponse, c'est est-ce que jusqu'à quand le consommateur devra payer pour ces 1 ou 2%? Jusqu'à quand on devra payer pour financer ce fonds sécurisé? Pendant combien d'années? Voilà, la question, en gros, c'est est-ce qu'on va laisser à la génération future la même dette que pour la sécurité sociale, si vous voulez, de manière générale? Alors là, j'avoue que je crois que ça dépend un petit peu de la politique nucléaire générale de la France, si on continue ou si on ne continue pas le nucléaire. Si on continue... enfin, oui. Je ne sais pas. Je peux pas. Alors, si on arrête aujourd'hui, les provisions aujourd'hui constituées permettent de payer le projet avec l'inventaire d'aujourd'hui. Hein? Ce qu'on va continuer à payer, c'est comme on va continuer à produire. Alors là, je n'ai pas vérifié les comptes. En plus, l'Andra provisionne pour le peu de déchets de l'Andra, mais j'avoue que ce n'est pas ma spécialité. Mais ce qu'on va continuer à payer aujourd'hui, c'est parce qu'il serait irréaliste d'avoir payé aujourd'hui pour des déchets qui ne sont pas encore produits. Je prends un exemple simple, le réacteur de Flamanville. Aujourd'hui, dans le dimensionnement de CIGEO, je vous l'ai dit, les déchets qui seront produits par l'exploitation de l'EPR de Flamanville sont pris en compte dans le dimensionnement. Les déchets de démantèlement de l'EPR de Flamanville sont pris en compte. Par contre, Flamanville n'est pas encore en service ni en fonctionnement. Donc aujourd'hui, les provisions d'EDF ne prennent pas en compte les déchets de Flamanville. Donc pour cela, on va continuer à payer. Hein, tant qu'on produira, voilà, je pense que la réponse peut-être un peu plus claire, c'est tant qu'on produira les déchets qui sont pris en compte dans le dimensionnement de CIGEO, il faudra qu'on paye. Voilà. D'autres questions, Francis? À propos de la réversibilité, pour les déchets achats vitrifiés, est-il nécessaire de maintenir cette période de réversibilité au-delà de la période d'exploitation de ce stockage? En effet, cela implique un certain coût pour entretenir ces galeries en état de reprise. Et autre question qu'on peut se poser, peut-on envisager de confier aux générations futures de reprendre ces blocs de verre vitrifiés et pour en faire quoi? S'il faut trouver un autre système, ça pourrait être la transmutation qui impliquerait une dissolution sodique de ces verres. Ça serait une véritable usine de retraitement qu'on referait avec tous les déchets que ça créerait. Alors, j'allais dire, d'autant plus que les verres borosilicatés qui ont été élaborés ont une durabilité comparable aux obsidiennes. Elles ont un comportement à long terme qui a été testé par des modélisations de stockage géologique, notamment par les études menées par Étienne Vernaz. Donc, pour les déchets achats vitrifiés, on voit difficilement, on envisage difficilement la reprise pour les transformer en quoi? Voilà ma question. Alors, la réversibilité est inscrite dans la loi. Donc, le concept de stockage tel qu'on le conçoit aujourd'hui, on décline la loi en fait. Donc, on va appliquer le principe de réversibilité. La même loi, toujours celle de 2006, dit aussi que ces conditions de réversibilité, dit que ces conditions de réversibilité doivent être précisées par une loi
dont un projet devait être déposé par le gouvernement. En fait, ce projet de loi n'a pas été déposé par le gouvernement, il a été déposé par les députés et les sénateurs. Il est en cours d'examen en ce moment au Sénat sur la façon dont cette réversibilité devra s'appliquer. Aujourd'hui, rien ne définit ni la durée de la réversibilité, ni le type de déchets auquel elle doit s'appliquer, etc. L'ANDRA, dans sa conception, comme pour le reste, est prudente et suppose que ça s'applique à tout. Donc vérifie que les microtunnels que je vous ai décrits, si on sait y mettre des colis de déchets vitrifiés, on sait les en retirer. Maintenant, et on s'assure sur le plan technique qu'on sera en mesure de le faire. Mais c'est le législateur qui doit définir les conditions de la réversibilité. Après, pour en faire quoi, là, c'est pas vraiment, c'est à titre personnel que je m'exprime. Je partage tout à fait votre point de vue sur le fait que la vitrification et le colis de déchets vitrifiés a été, comment dire, défini, a été mis au point pour confiner le plus longtemps possible la radioactivité, et que de ce fait, par principe, il est nécessairement très difficile de défaire ce qu'on a fait pour que ça dure très longtemps. Encore une fois, c'est un point de vue personnel. Bonjour, moi j'ai une question au niveau du transport de ces déchets, des installations jusqu'à chez vous, au niveau des études de transport. Vous en êtes où? Est-ce que c'est à la charge de l'ANDRA? Est-ce que ce sera à la charge des producteurs? Alors, comme tout transport de substances radioactives, c'est l'expéditeur qui est responsable de son transport. Donc les études de transport sont effectivement à la charge des producteurs. Je m'interroge sur le fait que ce phénomène du stockage des déchets concerne toutes les industries et tous les pays qui sont engagés dans une démarche d'énergie nucléaire. Est-ce que, par exemple, les Américains, les Chinois qui démarrent, le Japon qui est déjà bien engagé, et d'autres pays qui s'engagent également, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité déjà d'une collaboration internationale pour essayer de trouver des solutions, peut-être les mêmes ou d'autres, sur le stockage, et faire peut-être quelque chose avec les Américains, les Chinois, enfin, du fait que c'est un problème qui atteint le siècle, et peut-être plusieurs siècles, dans quelques dizaines d'années ou quelques siècles, peut-être que la planète fonctionnera peut-être plus en collaboration de l'humanité. Alors aujourd'hui, il y a effectivement, l'ANDRA a des accords et des collaborations avec les pays que vous citez en matière de recherche, notamment avec le Japon, pas mal de choses, puisque le Japon a aussi fait le choix du stockage géologique profond, avec les États-Unis aussi, avec la Chine dans une moindre mesure, puisqu'il démarre. Ça, c'est en termes de recherche de solutions. L'ANDRA fait de la veille scientifique sur les différents types de solutions qui peuvent être explorées par les autres pays. Il y en a d'autres. Encore une fois, il y a un consensus international quand même pour que ce type de déchets, aujourd'hui, la meilleure solution, la seule solution, c'est le stockage géologique profond, encore une fois, pour minimiser la charge aux générations futures. Je suis désolée de revenir encore à la loi, mais nos affaires sont très cadrées par la loi. La loi française interdit le stockage en France de déchets radioactifs étrangers, interdit que les déchets radioactifs français soient stockés à l'étranger. Alors pour l'instant, dans le contexte actuel, on est quand même très, très conditionné, très obligé de faire du franco-français. Après, je reprends ce que vous dites, et c'est pour ça qu'on continue à échanger avec les étrangers, à travailler avec eux. Rien ne dit que dans la centaine d'années qui est devant nous, et c'est aussi une des raisons de la réversibilité cette fois-ci, en termes de choix, de réversibilité de choix. Peut-être que dans 100 ans, la planète ne sera plus l'Europe et les États-Unis, tout ça sera un seul pays, on fera un seul stockage pour tous ces gens-là, et à ce moment-là, on pourra revenir sur nos choix actuels, effectivement. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir si tu penses que c'est juste de dire que l'alternative à un stockage profond de ce type de déchets, c'est une succession d'entreposages maintenus par l'homme sur une durée très très longue. Et la deuxième, c'est plutôt, est-ce que tu peux dire quelque chose sur le projet mémoire que tu citais au début, comme comment on garantit
la survie de l'information et sa lisibilité pour des temps très longs? Alors sur est-ce que c'est juste ou pas juste, aujourd'hui, c'est les alternatives qui ont été étudiées, débattues en 2005-2006. Hein, c'est où on fait de l'anthroposage, enfin de l'anthroposage reconduit avec des périodes de plus en plus longues, où on fait du stockage géologique profond. J'en vois pas d'autres, puisque le CEA en 2005 avait conclu que même si on arrivait à mettre en œuvre la séparation-transmutation, de toute manière, il nous resterait des déchets qu'on ne pourrait pas stocker en surface ou à faible profondeur. Sur le projet mémoire de l'ANDRA, donc il y a deux choses. Il y a déjà ce qui est fait aujourd'hui en termes de mémoire pour les centres existants. Donc il y a une solution qu'on appelle de référence pour la mémoire des sites existants, avec une mémoire détaillée et une mémoire simplifiée qui sont mises à disposition autour des sites, du papier permanent, des choses comme ça. Sur le projet mémoire lui-même, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux qui réfléchit à la façon dont on pourrait signaler l'existence du site, par exemple en émettant des bruits, en faisant l'hypothèse que c'est pareil, on se met à des périodes de temps très longues, donc en faisant l'hypothèse que le langage sera plus le même qu'aujourd'hui, donc on ne peut pas se permettre de faire des panneaux parce que personne ne saura les lire, enfin voilà, des recherches de ce type, de la sémiotique, des choses de ce genre, qui sont là aussi menées avec les laboratoires universitaires spécialistes du sujet. Il y a un certain nombre d'articles et il doit y avoir sur le site de l'ANDRA une description du projet mémoire. Regarde-le là, oui. Il y a sûrement une description du projet mémoire si ça t'intéresse, où on doit avoir des plaquettes sur le sujet. Guy. Oui, Lola, excusez-moi. vous pouvez nous dire que sur le site de l'ANDRA, vous m'avez dit ça tout à l'heure, on peut trouver un grand nombre d'informations, que ce soit des YouTube ou je sais pas que. Voilà, on peut trouver sur le site des vidéos sur YouTube et toutes ces informations-là, certainement y compris celles de la mémoire. Oui, s'il vous plaît. Comment peut-on être sûr que sur des durées de 10 000 ans, personne n'ira creuser dans ce coin et déterrer ce qu'on va enterrer, nous? Alors, justement, ça fait partie de ce que j'entends par sûreté à long terme. Parce que dans la sûreté à long terme, il y a le fait que les phénomènes géologiques, par exemple, ne vont pas nous remettre notre stockage à nu. En se mettant à moins 500 mètres, on se met à l'abri de ce genre de phénomène naturel. Après, c'est dans toutes nos évaluations de sûreté qu'on va aller vérifier que même si ça arrivait, parce que c'est quand même difficile de dire que ça n'arrivera pas, les conséquences n'auraient pas d'impact sur l'homme et sur l'environnement. Alors, il y a des précautions qui sont prises là encore, qui est qu'en France, il est interdit d'aller implanter un site de stockage, quel qu'il soit d'ailleurs, dans une ressource. C'est pour ça que vous avez sans doute entendu parler des débats autour de CIGEO et de la géothermie, je cherchais le mot, merci Lola, et de la géothermie où il y a un écart d'interprétation là aussi sur les possibilités géothermiques du site. Et c'est lié à ça en fait qu'on ne peut pas implanter un site de stockage là où il y a une ressource, une matière première quelconque qui pourrait être exploitable par l'homme, y compris à très long terme. Oui, Michel, j'ai deux questions. Une question qui concerne le court terme, en particulier sur sur la période qui va couvrir jusqu'à l'ouverture, l'autorisation de mise en service jusqu'à 2030. Tu as dit tout à l'heure que pour démarrer le projet, pour pouvoir statuer de la date de démarrage, et y compris pour choisir donc des options techniques, les recommandations de l'ASN avaient beaucoup compté dans les choix et également dans le choix de ces options techniques. Je voulais savoir comment l'ANDRA gérait et intégrait le fait que les constantes, les référentiels de sûreté sont sans cesse sont en permanence en évolution. Donc on a quelque chose qui évolue sans arrêt et qui est par retour finalement qui vient statuer de l'état dans lequel la technique doit répondre à ces référentiels de sûreté. Donc ça me paraît une question auquel moi je m'interroge personnellement. La deuxième question, elle rejoint un petit peu les questions qui ont été posées, notamment sur le maintien de la mémoire. Et la réflexion que j'ai, c'est, y compris dans le cadre de l'acceptabilité par le public, c'est comment l'ANDRA répond à ces questions d'acceptabilité. Et j'espère que l'ANDRA ne répond pas uniquement par les réponses de techniciens. Et j'aimerais savoir comment l'ANDRA se dote d'outils, de moyens
pour avoir finalement une réflexion et permettre de répondre aux attentes du public par autre chose que des réponses de techniciens qui, à mon avis, ne sont pas suffisantes quand on voit les périodes qui sont engagées. Et finalement, on se rend bien compte que nous tous ici ne serons plus là à l'époque où le site sera en pleine exploitation. Si on a une certitude, c'est celle-là. Merci. Alors, du coup, je n'étais pas... Alors, le référentiel de sûreté, déjà, bon, ce qu'on a fait aujourd'hui, toutes les études d'APS, elles sont faites suivant le référentiel actuel de sûreté. Il y a un référentiel de sûreté spécifique qui s'appelait RFS 3.2F, qui a changé de nom, mais qui est ça pour les installations de stockage. Pour les installations de surface, c'est les mêmes référentiels de sûreté qui s'appliquent que pour toute installation de surface, de conditionnement ou pas. Donc, si on devait construire l'intégralité des galeries de CIGEO et des installations de CIGEO aujourd'hui, ce serait ces référentiels qui s'appliqueraient comme pour tout autre INB. Je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une construction progressive. Il en est de même pour les installations de surface, pour prendre cet exemple. On va construire des premières installations qui vont nous permettre de traiter donc, les colis moyennement thermiques qui vont arriver, les colis de déchets vitrifiés moyennement thermiques, et les premiers colis de déchets MAVL. Pour cette installation de surface, on va s'en servir pendant 50, 60 ans. Elle va avoir ses réévaluations de sûreté. Elle va être améliorée, comme tout INB, au fil de ces réévaluations de sûreté. Pour les colis de forte thermicité, ceux de la Hague, dont l'arrivée est prévue aujourd'hui en 2075-2080, on va construire une nouvelle installation. Ce qui s'appliquera à cette nouvelle installation, ce sera le référentiel de sûreté de l'époque. C'est pareil pour les galeries au fur et à mesure, et c'est pour ça que cette progressivité est intéressante, plutôt que de tout construire d'un coup et puis d'après d'être obligé de tout remettre à jour, parce que ça se fait moins facilement à moins 500 mètres en plus. Donc à chaque fois, on prendra en compte les évolutions, que ce soit les évolutions scientifiques, technologiques, mais aussi les évolutions de référentiel, effectivement. Alors sur la deuxième question, je vais peut-être laisser Lola répondre, puisque l'ANDRA s'est lancé dans une démarche d'ouverture à la société et a mis en place un certain nombre d'outils sur le sujet. Bon, il y a un outil dans le cadre de CIGEO exclusivement, plus particulièrement destiné à CIGEO, qui est le plan directeur pour l'exploitation de CIGEO, qui est prévu justement pour échanger, mais pas par des techniciens, par vraiment, et c'est pour ça que c'est piloté chez nous par la direction de la communication et de l'ouverture au dialogue, c'est ça le nom de la direction de la communication et du dialogue avec la société, donc toi déjà. Et donc il y a un certain nombre de démarches qui sont en cours aujourd'hui sur le sujet. Si c'était ça, oui, effectivement, je pense que Michel a tout dit. Globalement, effectivement, sur un certain nombre de sujets, plus ou moins précis, plus ou moins larges, l'idée, c'est de concerter avec la population, donc les populations qui sont concernées sur des sujets très locaux, avec, par exemple, les agriculteurs locaux, avec les acteurs concernés, et puis sur des sujets plus larges, comme le PDE, le plan directeur pour l'exploitation de CIGEO, avec, par exemple, des grandes instances de consultation, et éventuellement très plus largement à l'échelle nationale. Donc voilà, la façon, pour dire l'acceptabilité, mais c'est pas forcément un mot que j'aime beaucoup, mais la façon de parler avec la société, d'associer la société, c'est justement d'aller concerter sur des sujets qui concernent CIGEO. Voilà. Merci. D'autres questions, monsieur ? Bonsoir. Moi, c'est une question par rapport aux capacités de stockage, on va dire. Par exemple, je sais qu'on va sans doute, à partir du moment où on aura l'autorisation de commencer à descendre les colis, on va sans doute s'attaquer à ce qui traîne un peu dans les différents centres, à Marcoule et ailleurs. Donc, je voulais savoir ce que ça représentait en nombre d'années, combien d'années il faut, vu les cadences qui sont prévues, pour pouvoir se débarrasser de tous ces colis. Et ensuite, au niveau de la capacité de stockage totale, c'est-à-dire le CIGEO correspond à combien d'années de production d'électricité ? Est-ce que dans 150 ou dans 200 ans, il va falloir prévoir un deuxième CIGEO ? Alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord, et puis on reviendra sur la chronique d'envoi de stockage après. Donc, en fait, aujourd'hui, les hypothèses qui sont prises pour dimensionner CIGEO, c'est on prend les réacteurs arrêtés, tous les déchets produits jusqu'à présent, pour faire simple, les déchets de démantèlement de toutes les installations nucléaires qui sont en cours de démantèlement, tous les déchets qui sont produits par les réacteurs EDF et CEA d'ailleurs, en cours d'exploitation, enfin, tous les déchets qui seront produits par les installations nucléaires en cours d'exploitation aujourd'hui, en supposant que la durée de fonctionnement moyenne de ces installations, c'est de 50 ans. Ça veut dire que pour les réacteurs d'EDF, il y en a peut-être qui vont s'arrêter à 45 ans et d'autres qui vont aller jusqu'à 55 ans, mais pour faire ces calculs, ces estimations de volume, on a pris une durée de moyenne de fonctionnement de 50 ans.
On y a rajouté l'EPR de Flamanville qui n'a pas encore été mis en service, l'installation ITER, le RJH, enfin les installations en cours de création au CEA qui ne sont pas encore en service. Et on ajoute à tout ça tous les déchets de démantèlement de toutes ces installations, y compris tous les déchets de démantèlement des réacteurs REP et de l'EPR de Flamanville et les déchets de démantèlement d'ITER. Donc voilà le périmètre qu'on a pris pour CIGEO. Aujourd'hui, alors, je vous ai parlé dans la réversibilité de la notion d'adaptabilité, qui est aussi la possibilité de CIGEO de prendre en charge les déchets qui ne sont pas prévus dans son inventaire de référence, son inventaire de dimensionnement. On peut imaginer d'autres EPR, par exemple. Donc l'ANDRA fait des études pour montrer comment on pourrait aller plus loin. Là, on a, tel que défini aujourd'hui, une emprise d'environ 15 km² des installations du fond. On peut construire des alvéoles supplémentaires pour des réacteurs supplémentaires ou des mises en service supplémentaires ou l'éventuel stockage de combustible usé si jamais la politique française venait à changer. Ça, c'est pour la deuxième partie de votre question. Pour la première partie, alors les chroniques d'envoi des colis déjà produits, enfin des colis qui seront produits, tous ceux qui sont pris en compte dans l'inventaire de dimensionnement, c'est des chroniques qui sont établies entre les producteurs de déchets qui eux-mêmes ont leurs propres contraintes sur leurs entreposages, sur leurs sites, sur leur production, et l'ANDRA de façon à optimiser les choses, puisqu'il faut quand même qu'on arrive à avoir, de façon à ne pas construire des installations surdimensionnées qui ne fonctionneraient que pendant un temps très court, sachant qu'il y a une problématique de transport par ailleurs. Donc on a essayé de faire des chroniques relativement lissées, de façon à optimiser les coûts notamment, hein, pas que les coûts, mais les coûts et les flux, etc. Aujourd'hui, on arrive à des chroniques qui, pour le stockage des déchets MABL, on est autour d'une cinquantaine, soixantaine d'années, et à peu près la même chose pour les déchets de haute activité de la Hague, pour les déchets vitrifiés de la Hague. Un peu moins pour la Hague. Donc on est sur une centaine d'années, on a un petit recouvrement dans les chroniques telles qu'elles sont en cours de discussion aujourd'hui, hein, parce qu'on y travaille encore, parce que malgré tout, la vie continue, il se passe des choses sur les sites des exploitants, il se passe des choses dans les études de l'ANDRA, donc on optimise ces chroniques tout au long du temps. On est en train de les mettre au clair pour les études d'avant-projet détaillées, et on est dans quelque chose comme ça, environ une cinquantaine d'années pour chaque type de déchet. Merci. Bonsoir. Alors moi j'avais une question concernant le document pour le territoire, donc notamment sur les sujets d'attractivité et d'emploi. Est-ce que vous avez une idée de l'effectif de l'ANDRA pour le site de CIGEO, ainsi que pour les entreprises sous-traitantes, pour l'exploitation et donc les phases de chantier pendant le début de l'exploitation? Et est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà pensées pour l'attractivité de la région? Alors très honnêtement, je ne saurais pas répondre sur l'attractivité de la région. Sur l'emploi, on a fait des estimations pour estimer le coût, parce que bien évidemment, c'est indispensable pour estimer le coût. On est dans une période d'exploitation standard à l'ordre de, exploitation-construction standard de l'ordre de 600 personnes. Merci. On peut envisager différents types d'accidents, à commencer peut-être par le séisme ou l'incendie, voire plus exotique, la dégradation de l'argile par des réactions chimiques avec les gaz produits par les colis. À l'heure actuelle, quel est l'accident de dimensionnement retenu et quelle est la logique de gestion de cet accident? Et est-ce que surtout, on n'est pas dans une logique uniquement de gestion par la limitation de dose pour les populations? Non, la logique de gestion par la limitation de dose aux populations, c'est la logique de gestion à long terme, à très long terme, puisqu'on sait que de toute manière, quoi qu'on fasse, et on n'est pas même en situation normale, en situation nominale, les radionucléides, un jour ou l'autre, le plus tard possible, sortiront des colis. Donc c'est là où on gère en limitation de dose pour les populations. Par contre, sur les accidents, je ne connais pas l'accident de référence de CIGEO aujourd'hui, je pense qu'il y en a plusieurs, parce qu'en fonction de... C'est plusieurs installations. L'accident en profondeur n'est certainement pas le même qu'en surface. Les accidents de dimensionnement, je ne sais pas lesquels ont été retenus, mais ils sont traités comme dans une INB classique, en fait. Sachant que
Le risque qui a été exclu dans les installations en profond, c'est le risque ATEX. Le risque d'explosion en profond est exclu par conception. C'est-à-dire que les spécifications des colis qui seront envoyés sont telles que ça ne pourra pas conduire à une explosion au fond. Sur l'incendie, par exemple, il y a un certain nombre aussi de dispositions constructives pour limiter les matériaux inflammables et limiter les sources d'incendie possibles. Il n'y a pas d'équipement hydraulique, de choses comme ça, voilà. Après, je peux vous répondre à la question en différé et trouver les accidents de référence qui ont été pris en compte, de dimensionnement qui ont été pris en compte. Hein, si on peut faire passer la réponse par les amis du Visiatome si vous le souhaitez. Juste pour rebondir sur la question, qu'est-ce qu'il est prévu en termes de plan de surveillance sur les déchets? On a vu qu'il y avait les déchets MA Villongue, dont ceux qui sont de Marcoule, donc les fûts bitume, pour lesquels on a une problématique de dégazage. Donc même si on supprime le risque ATEX au niveau du stockage, qu'est-ce qu'il est prévu? Est-ce que tous les X années, on fait des investigations avec des robots pour voir l'état des surfûts, ou qu'est-ce qu'il est prévu là-dessus? Aujourd'hui, les fûts bitume de Marcoule, ce qui est prévu dans le concept de stockage, c'est de les mettre 4 par 4 dans des conteneurs en béton. Ces fûts qui sont effectivement dégazants, mais qui dégazent peu d'hydrogène finalement. Donc la ventilation fera en sorte d'évacuer l'hydrogène. Et après, au fur et à mesure de la fermeture des alvéoles de stockage, parce que la réversibilité, c'est quelque chose, là aussi, de progressif. Donc, on va fermer petit à petit. D'abord, pour faire simple, on va mettre un bouchon, mais on ne va pas aller remblayer complètement l'alvéole. Donc, on pourra encore enlever simplement le bouchon. Après, quand on aura mis du béton entre les conteneurs, ce sera plus difficile de reprendre. Vous voyez, il y a aussi des étapes de réversibilité. Et donc, tout ça, ça permet effectivement de surveiller les colis. Après, il y a des réflexions en cours aujourd'hui sur les niveaux de contrôle à mettre en place, les technologies à mettre en œuvre pour pouvoir faire de la surveillance des colis types. Mais on n'ira pas reprendre un colis au fond d'une alvéole pour le contrôler. Donc, on va essayer de faire des choses plus, j'allais dire intelligentes, c'est pas le mot, mais plus déportées que ça et qui peuvent rester en service plus longtemps. Pendant la période qu'on appelle la période d'exploitation réversible, c'est-à-dire la période où on descend les colis et la période pendant laquelle on est susceptible de devoir les reprendre. Y a-t-il d'autres questions? Je pense que vous avez été... Une question de Béotien. Vous avez parlé de HA et de VL. Mais dans les déchets radioactifs qui sont enfouis, y a-t-il des isotopes à haute ou très haute énergie dont le rayonnement pourrait éventuellement traverser les 500 mètres de granit? Alors, d'abord, oui, si je puis me permettre, on est dans l'argile et pas dans le granit, mais ça ne change pas le fond du problème. Non. Non, on a des déchets de haute activité, mais certes, mais leur rayonnement n'est pas... Les colis de déchets vitrifiés de la Hague, dont la radioactivité sera la plus importante au moment où on les descendra, parce qu'elle va décroître dans le temps, elle ne traverse pas l'épaisseur de l'argile. Et encore une fois, vous avez peut-être vu les hôtes, les hôtes qui permettent de descendre les colis font de la protection radiologique et évitent effectivement que ces rayonnements n'atteignent l'homme. Donc, c'est pas des colis. Sinon, sur le site de la Hague, on ne serait pas très bien aujourd'hui. Voire ici, d'ailleurs. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on applaudit à nouveau Michel pour sa prestation. Merci. Merci à vous. Moi, et bonne soirée. Je voudrais vous signaler que la prochaine réunion, la prochaine conférence portera sur les... Merci. Portera sur les aurores boréales. Attendez, je vais poser ça. Les chasseurs d'aurores boréales. Et si vous avez vu, il y a eu une fois une émission de télévision où on voyait quelqu'un fabriquer une aurore boréale. J'espère qu'on aura ici la fabrication d'une aurore boréale
chez nous, là, ici. Donc, je vous incite à venir. Ça sera donc le 9 juin. Merci. Merci. Oui.